Madame la ministre, bonsoir. On va commencer par un petit portrait rapide pour ceux qui vous connaîtraient pas aussi bien que nous. Nathalie Loiseau, vous êtes diplômée de Sciences Po Paris et de l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, diplômée en chinois. Et c'est en 86 que vous intégrez le ministère des Affaires étrangères. Vous serez notamment, Le dites pas trop, c'est un peu désagréable. vous serez notamment conseillère du ministre Alain Juppé entre 93 et 95. Ça, vous pouvez le dire. Vous occupez par la suite plusieurs postes à l'étranger, en Indochine, en Indonésie, au Sénégal, au Maroc et enfin aux États-Unis, avant de revenir au Quai d'Orsay en 2008 jusqu'en 2012. Vous prenez la tête de l'École nationale d'administration. Et c'est en 2017 enfin que vous êtes nommé ministre chargé des Affaires européennes dans le second gouvernement d'Édouard Philippe. Madame la ministre, merci pour votre présence et bienvenue à ESCP Europe. Merci beaucoup. Juste un mot pour, au contraire, vous remercier, vous, les élèves, et puis aussi le directeur de SCP Europe, cher Franck Bournois. C'est effectivement une maison que je connais bien, qui m'est familière, puisque pendant les 5 ans où j'ai dirigé l'ENA, on a eu un partenariat très étroit et très fructueux avec ESCP Europe, notamment en organisant tous les ans le séminaire Start at Europe, avec Nicole Fontaine notamment, qui permet de plonger les élèves dans la réalité de la négociation européenne. Donc c'est pour moi naturel de venir dans une école avec un ADN très européen et qui peut-être préfigure les projets qu'on a à l'esprit d'université européenne. Madame la ministre, merci. Passons maintenant aux questions. Dans sa première interview depuis son entrée à l'Élysée le 22 juin, le président Emmanuel Macron déclarait « La question est de savoir comment nous arriverons à restaurer une dynamique, une capacité à entraîner, car il ne s'agit pas uniquement de plaquer des politiques sur des pays ou des peuples, il faut être capable de les entraîner, de les faire rêver. » Vous-même avez déclaré mercredi dernier au Forum mondial de la démocratie qu'il fallait, je vous cite, un rêve européen. Est-ce que c'est donc cela qu'il manque aujourd'hui à l'Europe ? Alors, je ne suis pas sûre que ça manque à l'Europe, mais je pense qu'il faut le mettre en valeur. On a vécu depuis la création des communautés européennes, j'allais dire sur une certaine facilité. Les pères fondateurs ont eu cette vision exceptionnelle de la réconciliation franco-allemande d'abord, et ensuite de la création d'une communauté de destin entre pays qui s'étaient fait la guerre. Et donc ça a porter un idéal européen de paix et de réconciliation. Ma génération, puisque grâce à votre portrait, on sait à peu près l'âge que j'ai, merci, ma génération a été portée par un deuxième idéal très fort qui était celui de la réunification de l'Europe. La chute du mur de Berlin, la chute du rideau de fer. Moi, la première fois que je suis allée manifester dans la rue, c'était pour Solidarność. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans une association européenne quand j'étais à Sciences Po pour réunir l'Europe. C'est une association qui faisait venir pour quelques jours ou quelques semaines des étudiants de l'Est de l'Europe à l'Ouest. Donc là aussi, il y avait comme une évidence. Alors évidemment, votre génération, elle a trouvé l'Europe dans son berceau. Et finalement, le pourquoi peut paraître un peu poussiéreux. Simplement, aujourd'hui, quand on voit la situation internationale, quand on voit les défis auxquels on est confronté, l'Europe est à nouveau, et plus que jamais, une évidence. Il faut le dire, non pas de manière réactive, mais en affirmant que nous sommes un endroit unique au monde. Le seul espace qui concilie liberté individuelle, esprit d'entreprise et solidarité. Nulle part ailleurs, vous n'avez ces trois idéaux portés au même niveau ensemble. C'est ça le projet européen, dans un monde chahuté, instable, parfois menaçant. L'Europe, c'est une Europe qui protège ses citoyens, mais c'est aussi une Europe qui leur propose ce projet-là. Très bien. Et comment fait-on donc, pour véhiculer ce message? Comment fait-on pour créer ce rêve européen à nouveau? Alors d'abord, je pense que les citoyens de l'ensemble des pays de l'Union européenne sont profondément convaincus de l'importance de l'Europe. En tout cas, ils ont des fortes attentes. On l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron, un candidat qui a osé faire campagne ouvertement en faveur d'un projet européen contre des candidats qui, eux,
avait cru intelligent de caresser l'euroscepticisme dans le sens du poil. C'est lui qui a gagné. Ailleurs en Europe, la chancelière Merkel est réélue, va diriger un nouveau gouvernement sur la base d'une nouvelle coalition, elle aussi pro-européenne. La plupart du temps, les citoyens européens ont des attentes fortes vis-à-vis de l'Europe, mais parfois ces attentes ne sont pas satisfaites, elles sont déçues ou elles sont laissées de côté ou elles ne sont pas écoutées. Donc comment faire? C'est rétablir un lien entre les citoyens et les institutions européennes, un lien qui s'est plus ou moins perdu, qui s'est d'autant plus perdu qu'on a cru pendant longtemps qu'associer les peuples, c'était d'une part faire des élections européennes en y accordant une importance modérée, en tout cas dans notre pays. On a rarement mis en avant suffisamment, en tout cas dans les années récentes, de candidats qui parlaient aux citoyens européens. Et puis, quand on avait des projets de réforme de l'Union européenne, on les concoctait en chambre, entre experts, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de talent, bien sûr, mais brutalement, on se tournait vers les peuples pour leur proposer le plus simpliste et le plus caricatural de tous les processus possibles, c'est-à-dire le référendum. Réformer l'Europe, ça ne se traduit pas par oui ou non, mais malheureusement, c'est ce qu'on a fait. Et c'est en particulier ce qui nous a conduit d'abord à des difficultés sur Maastricht et puis au non de 2005, en France, mais pas seulement. Et ça, en quelque sorte, tétaniser les dirigeants. C'est-à-dire, l'Europe, c'était quelque chose qu'il fallait continuer à faire dans l'entre-soi, mais surtout pas interroger les peuples qui n'y comprenaient rien. La conviction d'Emmanuel Macron, la conviction de ce gouvernement, c'est que c'est le contraire. Ce qu'il faut faire, c'est avant de prendre des décisions, associer au maximum les citoyens à leur vécu, leur ressenti sur l'Europe, leurs aspirations, leurs inquiétudes. C'est la raison pour laquelle nous voulons organiser l'année prochaine ce que nous avons appelé des conventions démocratiques en France et ailleurs en Europe, qui consistent à débattre un peu partout à travers les territoires, associer pas seulement les convaincus, mais toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les classes d'âge, toutes les tendances, à des débats sur les politiques européennes. Je dis sur les politiques européennes beaucoup plus que sur les institutions, parce que parfois on a travaillé de manière obsessionnelle sur les institutions en oubliant que les populations avaient des attentes précises sur des politiques précises. Alors justement, toutes les catégories socio-professionnelles, vous avez été directrice de l'ENA, l'école tant décriée par les populistes. Vous êtes ici dans la plus vieille école de commerce du monde, symbole pour certains de la caste mondialiste. On critique souvent une Europe technocratique. Alors comment on fait pour s'adresser aux derniers cordés à propos de l'Europe? Alors d'abord, c'est un devoir. De la même manière qu'une école comme ESCP Europe, une école comme l'ENA ont le devoir d'attirer les meilleurs, quelle que soit leur origine. Ça, c'est le contrat républicain sur lequel repose notre nation et on doit s'assurer qu'il est toujours en vigueur. On ne va pas créer, on ne va pas organiser ou faciliter des débats entre convaincus. Ça, on sait faire ça très bien, on l'a fait plein de fois dans le passé. On peut remplir plus ou moins les salles avec des gens que l'Europe passionne. En fait, ils savent déjà ce qu'ils en pensent. Ils ont des attentes qui parfois vont très au-delà de celles du citoyen ordinaire. Ils sont très fédéralistes, ils veulent bouger les lignes très fort et à les écouter, on risquerait de se déconnecter. Alors comment on fait? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils de démocratie participative qui permettent à tout un chacun d'exprimer son point de vue. Et puis on a aussi la possibilité, la chance, et c'est ce qu'on souhaitera faire, de travailler avec les élus locaux, cher Alain Juppé, je vous en ai déjà parlé, avec les organisations syndicales, j'ai commencé à les rencontrer, avec parfois les grandes entreprises de taille européenne qui sont elles-mêmes intéressées à savoir comment leurs salariés vivent et comprennent l'Europe, avec les chambres d'agriculture, avec les chambres des métiers, avec les lycées, les universités, aller aussi près que possible du terrain, ne pas rester bien sûr à Paris ou dans les métropoles,
et essayer de rassembler cette parole qui sera évidemment disparate, hétérogène, et surmonter le risque de l'entre-soi, je l'ai dit, ou de laisser finalement le soin de se dire porteur de la parole du peuple aux populistes qui ont fait de l'euroscepticisme leur cheval de bataille. Moi, je suis très frappée de voir évidemment le discours qui a été celui du Front National pendant la campagne présidentielle, mais très frappée aussi de voir aujourd'hui que la France insoumise se positionne sur un discours souverainiste qui n'est pas très éloigné de celui du Front National. Très bien. Et justement, donc, par rapport à cet optimiste français, Jean-Claude Juncker disait lors de son discours sur l'état de l'Union en septembre dernier, l'Europe a le vent en poupe. Mais à la vue du Brexit, du bras de fer entre le groupe de Visegrad et Bruxelles et des populismes qui essaiment dans beaucoup de pays européens, est-ce une vision réaliste et généralisable à toute l'Europe? Et ne sommes-nous pas les seuls en France à vouloir relancer l'Europe? Et d'ailleurs, à ce sujet, on a choisi de projeter une image qui est une de The Economist et qui illustre, selon nous, notre question. Oui, vous auriez pu prendre la une de Time Magazine d'aujourd'hui avec Emmanuel Macron, leader de l'Europe, point d'interrogation. Alors non, nous ne sommes pas les seuls. Moi, le constat que je fais, j'ai pris mes fonctions le 21 juin, c'est que la France était attendue en Europe. Nous avons passé quelques années ternes à oublier notre destin européen. Et notre destin européen, il consiste à faire des propositions, à ne pas se contenter de la routine qui peut s'instaurer à Bruxelles comme ailleurs. Alors je ne ferai pas de Bruxelles bashing, parce que ça c'est très facile, et c'est aussi ce que certains politiciens, droite et gauche confondus, je pense qu'on en trouve des deux côtés, ont fait pendant beaucoup d'années. Les victoires étaient nationales et les échecs étaient bruxellois. Donc la routine ou le train-train des institutions européennes, c'est le peu d'engagement des États membres. La France était attendue en Europe, attendue de tous nos partenaires, attendue de notre partenaire allemand. On parle beaucoup du moteur franco-allemand, pour le décrier quand il est en marche et pour le regretter quand il est en panne. La réalité, c'est que il faut, j'allais dire, l'esprit de créativité des Français et l'esprit de système des Allemands pour qu'un projet de réforme de l'Union européenne puisse vraiment voir le jour. Si l'un des deux manque, l'Europe ralentit et n'est pas au rendez-vous. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous avez cité le discours de Jean-Claude Juncker le 13 septembre à Strasbourg sur l'état de l'Union européenne. C'était tout sauf un discours de routine d'un président de la Commission qui entrerait dans la deuxième moitié de son seul mandat, puisqu'il a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Il aurait très bien pu faire la liste de ce qui restait à faire à la Commission parce qu'elle s'était engagée, et puis pas un mot de plus. Ça n'a pas du tout été le cas. C'était un discours ambitieux, optimiste, vous l'avez relevé. Et depuis le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, il y a eu d'abord un accueil extrêmement attentif. Partout en Europe, je rencontre des gens qui l'ont soit écouté, soit lu, qui se positionnent par rapport à ces propositions, qui sont là pour ça. Pas pour dire désormais l'Europe, ce sera la France en plus grand, ce serait la plus grande erreur que l'on pourrait commettre, mais pour dire, voilà, il y a un certain nombre de domaines de l'action de l'Union européenne où il faut faire plus, mieux, différemment. Nous apportons des propositions qui sont ouvertes et nous les livrons à la discussion de chacun. Nos partenaires ont rebondi puisque le président du Conseil de l'Union européenne, Donald Tusk, a proposé ce qu'il a appelé un Leaders Agenda. Ça signifie concrètement qu'à partir du sommet de Tallinn le mois dernier, les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir tous les mois avec à l'ordre du jour une politique européenne précise. Et on se réjouira ici, dans cette école, de savoir qu'on commence par l'éducation et la culture la semaine prochaine à Göteborg, pour envisager ce qu'on peut faire de plus, de mieux et de différent. Donc il y a, je ne sais pas si l'Europe a le vent en poupe, mais il y a une dynamique, il y a un consensus pour dire il faut une Europe plus efficace, plus proche des citoyens,
plus démocratique, et c'est le moment de se retrousser les manches. Donc justement, à propos de ce couple franco-allemand, De Gaulle, Adenauer, Giscard, Schmitt et surtout Kohl et Mitterrand furent des couples franco-allemands moteurs sur l'Europe. Emmanuel Macron et Angela Merkel peuvent-ils marquer une nouvelle étape majeure dans la construction européenne? Par quels moyens, si oui, et surtout avec quel projet commun? Alors en réalité, ça a déjà commencé. À Berlin, on les appelle M&M. Ils se voient sans arrêt, ils se parlent encore plus souvent. Donc moi, je compte plutôt les jours où ils ne se sont pas parlé que les autres. Et ça a commencé, y compris pendant la campagne électorale allemande. Il y a beaucoup d'euro-pessimistes dans ce pays qui nous ont dit, bon, vous avez des idées, c'est intéressant, mais il ne se passera rien puisque les Allemands sont en campagne électorale. Ou alors, vous n'auriez pas dû faire le discours de la Sorbonne 2 jours après les élections allemandes. Moi, je reviens de Berlin, où j'étais lundi et mardi. Bruno Le Maire y était mercredi et jeudi, donc ça vous donne l'intensité des échanges. Et je n'ai entendu que des responsables allemands. J'ai vu des membres de la future coalition me dire c'était le timing parfait. Vous avez bien fait de mettre en avant vos idées à ce moment-là. Nous avions voté, donc les électeurs n'avaient pas été pris en otage en quelque sorte, mais en même temps, nous avions besoin de savoir où se positionnait la France pour pouvoir discuter de notre contrat de coalition en parfaite connaissance de cause. Et ce que je constate, c'est que les discussions sur l'Europe dans le contrat de coalition, elles se font autour des propositions françaises. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. Mais le couple franco-allemand, il s'est reformé, je dirais, après l'élection d'Emmanuel Macron tout de suite. On a eu un conseil des ministres franco-allemands le 13 juillet à Paris, extrêmement dense, extrêmement productif. C'est de cette rencontre qu'est né le projet de taxation des GAFA dans le domaine du numérique. C'est une initiative qui a commencé à être portée en franco-allemand et qui aujourd'hui s'étend et qui est soutenue par une vingtaine d'États membres. C'est en franco-allemand qu'on a porté une révision ambitieuse de la directive sur les travailleurs détachés. Là encore, j'ai pris mes fonctions le 21 juin, c'était sur ma feuille de route. Et très vite, les europessimistes, ici ou ailleurs en Europe d'ailleurs, m'ont dit n'essayez même pas. Vous n'y arriverez pas, vous allez diviser l'Europe, et je vais revenir à votre remarque sur le groupe de Visegrad. Vous allez encore plus scinder l'Europe entre l'Est et l'Ouest, elle n'en a pas besoin. Et de toute façon, il y a sur la table un compromis mis en avant par la présidence maltaise. C'est assez peu ambitieux, mais c'est ce qu'on peut obtenir de mieux quand on travaille au niveau européen. Ça n'était pas la vision d'Emmanuel Macron, donc ça n'était pas ma feuille de route. Et non seulement nous ne nous sommes pas découragés, mais nous avons appliqué une méthode consistant à penser que pour conquérir les voix des uns et des autres, et aujourd'hui dans l'Union européenne, chaque voix compte, il fallait commencer par dialoguer avec tout le monde. On a commencé par dialoguer avec le groupe de Visegrad dès le 22 juin. Emmanuel Macron s'est rendu en Autriche où il a vu le Premier ministre tchèque, le Premier ministre slovaque. Moi, je me suis rendue en Hongrie, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, et puis dans beaucoup d'autres pays, mais qui n'étaient pas à l'est de l'Europe. Emmanuel Macron est allé aussi en Roumanie et en Bulgarie. Et petit à petit, en multipliant les échanges, les contacts, on a mieux cerné à la fois ce qui fondait notre propre position, notre conviction que la convergence sociale en Europe était un dû et qu'elle devait se faire par le haut, le fait que c'était possible, qu'on pouvait avoir plus d'ambition qu'on en avait eu. Nous avons mieux compris les préoccupations et les priorités de nos partenaires. Et la réalité sur cette négociation, c'est qu'au niveau du Conseil, nous avons obtenu un accord voté par 20 pays sur 28. Il y a eu seulement 4 voix contre. Et dans ces 4 voix contre, seulement 2 pays de l'Est. Ça veut dire que le clivage Est-Ouest n'était pas systématique. La République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie ont voté sur le projet que nous avions mis sur la table et que nous avions discuté. Ça signifie une chose très simple, c'est que, très simple et très compliqué au sens où la mise en œuvre demande beaucoup d'énergie. Je le disais, chaque voix compte.
Il n'y a pas de grands et de petits pays en Europe. Il n'y a pas les fondateurs et les nouveaux venus. Il n'y a pas le nord et le sud, l'est et l'ouest. On a trop souvent réfléchi avec des a priori et avec un certain fatalisme. Or, sur beaucoup de sujets, on peut trouver des convergences. Je pense par exemple à l'Europe de la défense. Lundi, on va déclencher une coopération structurée permanente en matière de défense, qui est une véritable révolution culturelle en Europe. C'est une révolution culturelle d'abord en Allemagne, de penser qu'il y a ce saut vers le fait d'assumer des responsabilités éventuelles dans des opérations extérieures et d'assumer le concept d'autonomie stratégique de l'Europe, qui aujourd'hui, beaucoup en raison de la situation internationale, est devenu un concept partagé. Quels sont les pays qui ont décidé, parmi les premiers, de s'engager dans cette coopération qui ne va pas concerner tout le monde, mais seulement ceux qui auront souhaité en être, qui seront volontaires et qui seront déterminés, puisqu'il faut remplir des critères exigeants. Alors oui, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, ça j'allais dire, c'est ceux auxquels on s'attend, mais vous avez aussi la République tchèque, vous avez aussi une grande partie des pays de l'Est, vous avez la Finlande. Donc vous n'avez pas une géographie prédéterminée de l'Europe. Elle dépend des priorités, elle dépend aussi de la capacité de conviction. Alors je vais juste revenir sur le couple franco-allemand, que vous avez dit qu'il qui a été reformé après l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez un peu enjolivé la chose. On a quand même Emmanuel Macron qui est sorti renforcé des élections présidentielles et législatives, alors qu'Angela Merkel a accusé une victoire en demi-teinte. Et la coalition allemande qui semble se dessiner et que vous avez évoquée n'est pas aussi pro-européenne que l'aurait peut-être souhaité Emmanuel Macron. Et juste une deux économistes, est-ce que finalement le couple est équilibré? Est-ce que le couple avance dans le même sens? Et est-ce qu'Emmanuel Macron ne peut pas faire tout seul? Alors en Europe, on ne fait jamais tout seul. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Europe, ce n'est pas la France en grand. Il faut renoncer à penser ça. L'Europe, c'est un projet commun où on avance en écoutant les autres et en comprenant leurs préoccupations. Ce genre de une, c'est très amusant pour celui qui la dessine, ça n'a pas beaucoup de sens et c'est une volonté systématique, je dirais, de mettre un petit peu de piment dans le déroulement des discussions internes à l'Union européenne. La France n'a aucune chance et même aucune envie d'être seule à assumer le leadership en Europe. Alors, l'Allemagne, chancelière affaiblie, moi je connais peu de gouvernements dont le chef démarre son 4e mandat. Alors oui, au bout d'un certain moment, il y a une certaine usure du pouvoir. Elle est toute relative quand même. La vraie préoccupation, c'est le score de l'AfD. C'est la fin d'une exception allemande. Nous n'avons absolument aucune leçon à donner compte tenu de qui était l'adversaire d'Emmanuel Macron au 2e tour de l'élection présidentielle en France. Des partis moins européens, je pense qu'il faut éviter la caricature. Moi, je reviens, je vous l'ai dit, de Berlin, donc j'ai vu les libéraux, la CDU, les Verts, sont tous des partis européens. Ils partagent beaucoup de nos préoccupations et de nos propositions. Le sujet sur lequel il y a des nuances, c'est le sujet de l'avenir de la zone euro. C'est incontestable, ça a été dit. Alors ça a été dit fortement dans la campagne. Il faut voir qu'en période de campagne électorale, quand on veut exister par rapport à un parti au pouvoir, on essaye de s'en démarquer. Et donc les libéraux ont joué là-dessus, même si l'Europe a été assez peu présente dans la campagne électorale allemande. Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est là aussi un constat partagé, c'est-à-dire que la zone euro est sortie de la crise. En quelque sorte, elle s'en est remise, mais il est hors de question de penser qu'elle serait prête à affronter une nouvelle crise sans se réformer et sans améliorer ses instruments, sa gouvernance et le caractère démocratique des décisions qu'elle serait amenée à prendre. Là-dessus, il y a un constat partagé. Nous avons fait des propositions, évidemment finaliser l'union bancaire et aller vers une union des marchés de capitaux.
mais aussi mettre en place une capacité budgétaire de la zone euro. Et c'est là la proposition qui fâche, puisque c'est là où il y a le plus de résistance en Allemagne. Alors, je vais vous dire une chose. Wolfgang Schäuble, qui vient de quitter son poste de ministre des Finances et pour prendre la présidence du Bundestag, n'était pas un chaud partisan non plus d'une capacité budgétaire de la zone euro. Mais il y a les principes que l'on pose, j'allais dire, par temps calme, et puis la réalité à laquelle on s'expose en cas de crise. Et on a profondément intérêt, Allemands et Français ensemble, à trouver une proposition qui permette de mieux préparer la zone euro à ce qui sera un jour, je ne sais pas quand, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas où, mais probablement pas dans un petit pays, une nouvelle crise dans la zone euro. Donc justement, à ce sujet, le gouvernement français propose donc un budget, un parlement et un ministre des Finances de la zone euro et semble donc vouloir approfondir l'intégration de cette zone. Et Jean-Claude Juncker, au contraire, a rappelé que la vocation de l'Union européenne était d'intégrer tous les pays à terme dans cette zone euro. Et il n'est donc pas favorable à ce projet français qui lui fait craindre une Europe à deux vitesses. Que répondez-vous à ça et pourquoi, selon vous, la relance de l'Europe doit passer par un approfondissement uniquement de la zone euro ? Alors d'abord, je reprends la fin de ce que vous avez dit. La relance de l'Europe, ce n'est pas seulement un approfondissement de la zone euro. C'est une Europe à 27, plus efficace, sur l'Europe de la défense, j'en ai parlé, sur la gestion des flux migratoires, sur une politique étrangère et en particulier une politique d'aide au développement plus ambitieuse. Il y a beaucoup de projets au-delà du projet qui concerne la zone euro. Mais la zone euro, pour le moment, nous avons une zone monétaire qui n'est pas encore véritablement une puissance économique. Et on voit bien que le caractère bancal est incomplet de ce que l'on a accompli. Alors, Jean-Claude Juncker a parlé en qualité de président de la Commission devant le Parlement européen à Strasbourg. Il faut rappeler le contexte, parce que ça n'était pas là, et pas lui, qui pouvait parler exclusivement de la zone euro. Ça n'est pas sa compétence exclusive à lui. Il a raison sur le principe. Tous les pays membres de l'Union européenne ont vocation à rejoindre l'euro. Sauf que la réalité d'aujourd'hui, et sans doute pour un moment, elle est quand même très différente. Elle est très différente parce qu'il y a des pays qui ne sont pas prêts économiquement, et elle est très différente parce qu'il y a des pays qui ne souhaitent pas, politiquement, rejoindre la zone euro. Et nous n'avons intérêt à forcer le rythme, ni pour les uns, ni pour les autres. Nous devons quand même apprendre les leçons du passé et ne pas aveuglément élargir la zone euro, d'abord tant qu'elle n'est pas réformée, et à des pays qui ne sont pas prêts. Cette erreur, nous l'avons déjà commise, nous ne sommes pas obligés de la reproduire. Et pour ceux qui ne souhaitent pas rejoindre, c'est leur droit le plus strict. Mais l'Europe a plusieurs vitesses. D'abord, il faut quand même se dire la vérité, elle existe déjà. Il y a ceux qui sont dans la zone euro, ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont dans Schengen, ceux qui n'y sont pas. L'Europe a toujours connu des avant-gardes. Ce qui nous paraît indispensable aujourd'hui, c'est de pouvoir aller plus loin avec ceux qui le souhaitent, sans forcer ceux qui ne le souhaitent pas, mais sans que ceux qui s'y opposent puissent bloquer les processus. Ce qui compte, c'est d'avoir des processus d'intégration plus fortes qui restent ouverts avec des critères objectifs, pas former des petits clubs qui consistent à expliquer qu'il y a une Europe de première classe et une Europe de deuxième classe, mais respecter la souveraineté des peuples et en même temps respecter l'envie et le besoin d'aller de l'avant de ceux qui le souhaitent. Alors voilà, dernière question, puisqu'on est pris par le temps. On a évoqué beaucoup de sujets, que ce soit l'approfondissement de la zone euro, les travailleurs détachés, etc. C'est un terme que vous n'avez sûrement pas aimé, parce qu'il clive beaucoup et qui fait débat. Mais est-ce que le programme d'Emmanuel Macron, il n'est pas finalement fédéraliste ? Alors je vais vous dire ce que j'en pense au fond. Ce genre d'étiquette ne sert à rien. Je me moque éperdument de savoir si c'est fédéraliste ou pas. D'abord, ça ne l'est pas, parce que sur un certain nombre de propositions, elles sont intergouvernementales. Mais là encore, savoir si c'est intergouvernemental, fédéraliste, si c'est bien, si c'est pas bien, c'est le genre de débat théologique
qui nous éloignent des préoccupations de nos contemporains et qui nous éloignent de la capacité à y répondre. Est-ce que ça nous donne pas une indication sur le projet d'Emmanuel Macron? Il veut donner une vision. Le mot fédéralisme a comme une filiation qui a depuis 1948. Est-ce que ça donne, du point de vue théologique, philosophique, c'est pas quelque chose d'important de savoir s'il est ou non fédéraliste? Alors, je vais parler à l'étudiant que vous êtes, et c'est normal. Sortez de vos bouquins et entrez dans la vraie vie. Quand on parle de lutte contre le terrorisme, on parle de compétences qui sont profondément des compétences nationales. Et pourtant, il y a besoin d'y avoir une réponse européenne. Alors, on le fait par le biais d'un certain nombre d'instruments qu'on est en train de mettre en place, le Passenger Names Record, et puis d'autres qui sont en cours d'adoption. Une des propositions que nous avons faites, c'est de monter une académie européenne du renseignement. Ce n'est pas du fédéralisme. C'est un lieu qui permet de confronter les cultures de lutte contre le terrorisme des futurs responsables des services de renseignement des différents États membres. C'est une réponse concrète à un besoin identifié, et ça ne m'intéresse pas de le mettre dans une case théologique ou idéologique. Ça m'intéresse de considérer que face à une attente forte, quand il y a un attentat en Europe, quand on s'aperçoit que ceux qui ont commis l'attentat ou leurs complices ont circulé à travers l'Union européenne, la question que se posent nos concitoyens, c'est: que fait l'Europe? Quelle réponse elle y apporte? Elle peut y apporter des réponses, y compris à partir de domaines qui sont des compétences nationales. On va passer aux questions du public. Merci. Alain Lévy, je suis maire adjoint à Issy-les-Moulineaux, maire adjoint délégué aux relations internationales et européennes. Et je voulais vous poser une petite question, Madame la Ministre. D'abord, je voulais juste remercier la direction et l'école de nous avoir invités, car les débats sont vraiment très intéressants. En 2019, il y aura effectivement des élections européennes. Alors nous, ici, les Moulineaux, on a organisé des journées de l'Europe et on a un plan triennal pour justement... Je remercie Madame Fontaine d'avoir été présente et animer ces journées aussi de l'Europe. Nous avons un plan triennal pour effectivement arriver aux élections et permettre d'avoir le maximum de gens de s'approprier l'Europe. Je dis bien s'approprier, dans notre collectivité, de s'approprier l'Europe. Et nous avions commencé à travailler sur des formations, éventuellement à des conseils de quartier, à des conseils locaux de la jeunesse, à des conseils des aînés, vous voyez, on n'oublie personne, au moins pour que les habitants de notre ville s'approprient l'Europe. Et nous travaillons effectivement avec une association qu'Alain Juppé connaît bien, qui s'appelle la FCCRE. Et ils nous ont dit un petit peu, attendez, parce que le président de la République a eu une idée géniale qui s'appelle les conventions démocratiques, dont vous avez parlé. Et on nous a dit, patientez un petit peu, car le gouvernement va les mettre en œuvre. Alors la question concrète que je voulais vous poser, parce que je tape un petit peu d'impatience en attendant de programmer toutes nos réunions, c'est comment est-ce que vous allez mettre ça en œuvre? Et personnellement, je vous dis mon sentiment, je trouve que c'est une très bonne idée qui permettra de redynamiser un petit peu au sein des collectivités locales l'Europe que nous aimons tant. Alors merci pour votre question, qui n'est pas du tout une petite question. Les conventions démocratiques, j'en ai expliqué la philosophie tout à l'heure. Maintenant, le calendrier et la méthode. Nous souhaitons qu'elle puisse se dérouler en 2018 en parallèle avec les discussions des dirigeants européens, justement le Leaders Agenda, pour nourrir ces discussions, faire apparaître ce qui, aux yeux des citoyens, consiste en priorité, et puis les sensibilités, les sujets de consensus, les sujets clivants, et aider à la prise de décision. 2018, nous avions pensé les démarrer dès janvier. Si nous n'en avons pas encore parlé plus en détail, c'est parce que nous voulons prendre en considération le fait que l'Italie sera en campagne électorale au premier trimestre, la Hongrie aussi, et dans un cas comme dans l'autre, mélanger une campagne électorale, en particulier dans des pays où il y a des visions assez extrêmes sur l'Union européenne, avec des conventions démocratiques, c'est probablement pas une bonne solution. Donc on privilégie plutôt maintenant un calendrier qui démarrerait fin mars pour se terminer à l'automne pour être suffisamment loin de la campagne des élections européennes.
Ce que l'on souhaite, c'est précisément une appropriation, en particulier par les collectivités locales, en particulier par les mairies, parce que c'est le bon niveau, vous le décrivez mieux que je ne saurais le faire, de proximité avec les citoyens. Il y a des débats que nous allons organiser, il y en a d'autres que nous allons faciliter, à la fois en attribuant des labels et puis en aidant à trouver des personnalités qui viennent parler d'Europe et qui soient, je dirais, moins attendues que quelqu'un comme moi. Qui soient ceux qui vivent l'Europe au quotidien, dans leur vie professionnelle, et qui ne sont pas toujours identifiés comme des militants européens alors qu'ils le sont. Nous ferons en sorte de proposer un certain nombre de ces personnalités à ceux que ça intéresse. L'idée, alors j'allais vous dire, surtout n'attendez pas pour faire ce que vous avez décrit, c'est-à-dire expliquer l'Europe à vos concitoyens. Ça n'est pas du tout contradictoire avec les conventions démocratiques, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, il y a tellement à faire que le moins vous attendez, le mieux ça vaut. L'idée des conventions démocratiques, c'est d'éviter un processus du haut vers le bas qui consisterait à dire ceux d'entre vous qui n'aimez pas l'Europe, c'est parce que vous avez mal compris et donc on va vous réexpliquer. Ça, c'est toujours un peu délicat et dans l'Europe ou la France d'aujourd'hui, ça passe assez mal. Ce qu'on souhaite, c'est écouter ce que les gens ont à dire. Mais on sera très intéressé de pouvoir s'appuyer sur des initiatives comme celle que prend ici les Moulineaux et qui se retrouvent un peu partout à travers les territoires et c'est très heureux. Je crois que c'est vraiment au niveau des mairies qu'on peut faire beaucoup de choses. Bonsoir Madame la Ministre et merci d'être parmi nous ce soir. J'avais une question qui est d'actualité. Ces dernières semaines, il y a des faits d'actualité qui ont posé beaucoup de débats en Espagne, notamment en Europe, c'est l'indépendance de la Catalogne. Quelle est la position du gouvernement et de l'Europe? Quelle devrait être la position de l'Europe par rapport à cette situation, à ce fait d'actualité? La position du gouvernement français est la même que la position de tous les États membres de l'Union européenne et des institutions européennes. L'Espagne est une grande démocratie. Quand on veut y débattre d'un projet, on commence par respecter la Constitution et les lois de l'État espagnol. Ça n'est malheureusement pas la démarche qu'a suivie le président de Catalogne quand il a organisé une consultation le 1er octobre dernier, qui était contraire à la Constitution, qui a été faite dans des conditions démocratiques, je dirais, pour ne pas les qualifier autrement, d'inconnues. Parce que personne ne sait comment les listes d'électeurs ont été dressées, personne ne sait dans quelles conditions le vote s'est déroulé, ni comment les résultats ont été proclamés. À partir de là, consultation contraire à la Constitution, déroulée dans des conditions mal connues, proclamation d'une indépendance qui, là aussi, a été jugée contraire à la Constitution, crise intérieure à l'Espagne. Et ce qu'un pays voisin, ami, allié, partenaire de l'Espagne, comme nous le sommes, peut et doit faire, c'est s'abstenir de compliquer en quoi que ce soit une situation qui est déjà bien assez comme ça. Et c'est la position de l'ensemble des États membres de l'Union européenne et des institutions européennes elles-mêmes. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? L'autonomie de la Catalogne a été suspendue par le gouvernement de Madrid, approuvée par le Sénat espagnol, largement, très largement. Les partis politiques espagnols sont très largement convaincus de ce que je viens de vous décrire. Et surtout, des élections régionales vont se tenir le 21 décembre, auxquelles l'ensemble des forces politiques catalanes ont accepté de participer. Et c'est à partir de ces élections et du résultat de ces élections que l'Espagne pourra envisager une sortie de crise. Mais je parlais d'état de droit. C'est le socle de valeurs qui réunit les États membres de l'Union européenne. On est membre de l'Union européenne, pas seulement parce qu'on veut accéder à un grand marché, mais parce qu'on respecte la démocratie et l'état de droit. On est exigeant et on a raison de l'être vis-à-vis des États membres qui ne respectent pas ou qui fragilisent l'état de droit. Vous savez que
certains pays de l'Union européenne s'engouffrent dans des réformes de la justice ou dans des réformes des médias qui sont préoccupantes. Et dans ces cas-là, l'Union européenne se prononce à juste titre. Mais l'état de droit, ça vaut partout. Et l'état de droit en Espagne, ça consistait à ne pas organiser une consultation contraire à la Constitution. Bonjour. Pour peut-être continuer à l'actualité, si on fait une projection, on est le 29 mars 2019, 11 heures pour être précise. Comment vous voyez les futures relations avec l'Angleterre? Et quels sont peut-être les scénarios et quelle est votre vision? Alors, à mon grand regret, je n'ai pas de boule de cristal. Et c'est à peu près le seul instrument qui me permettrait de vous répondre sur la situation du Brexit. Plus sérieusement, les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne. C'est une décision que nous regrettons, mais c'est une décision que nous respectons, parce que là encore, il s'agit d'une grande démocratie, et c'est la décision souveraine du peuple britannique. À partir de là, qu'est-ce que nous avons à faire de cette décision? C'est organiser un retrait ordonné et équitable du Royaume-Uni, et ensuite, dans un deuxième temps, prévoir une relation étroite et aussi mutuellement profitable que possible entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Nous n'en sommes qu'à la première phase, et ce que l'on a entendu tout à l'heure de Michel Barnier, qui négocie au nom des 27 avec les Britanniques sur la dernière session de négociation qui vient de se tenir hier et aujourd'hui, on n'a pas encore abouti à des progrès suffisants sur l'organisation du retrait du Royaume-Uni. Il y a 3 priorités dans cette période de retrait. Ce sont le sort des citoyens européens résidant au Royaume-Uni et des citoyens britanniques résidant en Europe. De ce point de vue-là, on a un peu progressé, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre et beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes pour les citoyens européens au Royaume-Uni, notamment pour nos compatriotes. Et un deuxième sujet qui est un sujet politique brûlant, qui est l'avenir de la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Je dis que c'est un sujet politique brûlant, tout simplement parce que la paix en Irlande a largement reposé sur l'appartenance commune du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'Union européenne. Et à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, les accords de paix, les accords du Vendredi Saint, doivent se réinventer complètement. Donc on imagine la sensibilité de ce sujet et nous devons une totale solidarité à nos partenaires irlandais. Et le troisième sujet, c'est le règlement financier des engagements pris par le Royaume-Uni en tant qu'État membre. Et là, c'est peu dire qu'on n'a pas avancé du tout. La seule certitude que nous ayons, elle ressort du discours de Florence de Theresa May, mais on ne négocie pas sur un discours. Elle a dit « nous tiendrons nos engagements ». Très bien. C'est indispensable pour pouvoir signer un accord futur, d'avoir confiance dans la signature britannique. Donc c'est indispensable de solder les comptes du passé dans des conditions suffisamment satisfaisantes. C'est-à-dire que pour le moment, nous n'avons pas réussi, même pas, à nous mettre d'accord sur la méthode de calcul. Alors, il y a des raisons à ça. C'est que ceux qui ont mené campagne en faveur du Brexit avaient promis aux électeurs britanniques de voir revenir non seulement le contrôle sur les décisions de la part de Londres, mais de voir revenir l'argent britannique et qu'il coule à flot, puisqu'on avait parlé de 350 millions d'euros par semaine qui reviendraient au Royaume-Uni. Alors d'une part, le calcul était inexact, et d'autre part, on avait oublié de dire qu'en face, il restait une facture qui, elle, se comptait en dizaines de milliards d'euros. Et ça n'a jamais été dit dans la campagne du référendum britannique. Je le dis parce que souvent on s'alarme sur le populisme en Europe, et on a raison de le faire. Et souvent, on considère que populisme et extrémisme sont des synonymes. Dans l'exemple britannique, on a trouvé beaucoup de populisme
dans le discours qu'on a entendu dans certains partis traditionnels britanniques qui ne sont pas des partis extrémistes. Personne ne souhaite que cette situation d'entre-deux dure éternellement, ça n'est l'intérêt de personne. L'incertitude est source de difficultés sur le plan économique notamment et sur le sort de nos compatriotes. Mais personne ne peut passer à la deuxième étape, celle de l'accord futur, tant qu'on n'aura pas réglé la première. Alors qu'est-ce qui se passera en mars 2019 ? La première chose contre quoi je voudrais nous vacciner, parce que c'est la question qu'on me pose toujours, vous ne l'avez pas fait mais vous l'aviez peut-être à l'esprit, c'est et si les Britanniques se réveillaient demain, s'apercevaient qu'ils ont commis une erreur et finalement annulaient le Brexit ? C'est une question que j'entends sans arrêt poser en France, très peu, presque jamais au Royaume-Uni. En tout cas, presque jamais dans la bouche des leaders des grands partis britanniques. Ça n'est pas une question d'actualité et ça n'est pas sur cette base-là que s'organise le débat politique intérieur britannique. Donc ce n'est pas sur cette base-là que nous, à 27, nous devons réfléchir.